et on va vous présenter aujourd'hui Oneira, qui est une expérience immersive où vous allez créer votre propre planète en réalité mixte. Et du coup, on va vous présenter un peu ce que c'est l'expérience et surtout les challenges qu'on a pu rencontrer en Janssen. C'est expérience. Si, c'est très bien. Allô? Ouais. Non, ça marche ou pas? Oui, c'est bon. Donc, ouais, tout à l'heure, elle a dit réalité mixte, juste pour préciser un tout petit peu ce que c'est quand même. Donc là, vous avez déjà entendu parler, je pense, de réalité virtuelle, peut-être de réalité augmentée. Réalité augmentée, c'est très proche de la réalité mixte. La différence, c'est juste quand vous êtes en réalité virtuelle, vous êtes complètement immergé, et juste pour être sûr qu'on est tous au même niveau. Réalité mixte, vous voyez la réalité, mais il y a du virtuel qui va se poser dessus. Et on peut interagir avec physiquement, ou il va interagir avec l'environnement. Donc voilà, et nous, en plus de ça, on a une œuvre physique qui est au milieu de ça, et qui est le centre de notre expérience. Voilà, on va superposer du virtuel dessus avec le Quest 3, le Meta Quest 3. Donc, du coup, là, on se présente, c'est normal. Donc, moi, chez Mongen, je suis développeur de réalité virtuelle, je suis aussi designer, j'ai un studio de jeux vidéo. Je fais du jeu vidéo et de la réalité virtuelle depuis à peu près presque 15 ans. Donc, je pensais que je serais. Visiblement, je suis pas celui qui en fait depuis plus longtemps, au final. Mais voilà, j'ai beaucoup baigné dans le monde de la recherche et de l'éducation à travers le centre de recherche interdisciplinaire, qui s'appelle aujourd'hui Planet Open, Planet Institute, etc. Donc voilà, c'est aussi mon milieu dans lequel j'ai évolué. Voilà. Et moi, du coup, je suis Carla Michiel. Je suis artiste végétale avec un handicap visuel. Du coup, j'ai créé au hasard pour développer un art végétal qui va être plus sur les sensations et la perception en utilisant la nature. Je pourrais vous en dire plus plus tard, mais voilà. En gros, c'est un peu différent de ce que vous allez voir d'habitude où vous allez voir juste de la nature, un peu jungle. Moi, j'essaie de chercher les sensations et les émotions donc sur le toucher, l'odorat, l'ouïe, voilà. Et c'est un peu comme ça que l'expérience a pris vie, l'expérience Oneira qu'on va vous présenter. C'est qu'il y a un peu plus de 5 ans, on était dans le même bureau avec Carla, elle faisait ses œuvres végétales, ses petits mondes, et moi je faisais la réalité augmentée. On s'est dit que ce serait bien de pouvoir augmenter ces petits mondes, ces petits mondes de plantes, nous on imaginait des choses dedans. Et la sortie du Quest 3 il y a 2 ans, c'est le premier casque qui nous a vraiment permis ça, avec les fonctionnalités qu'on va vous montrer maintenant, c'est un peu technique pour l'expérience. Oui, juste une seconde. Ah, c'est chacun, professeur. Du coup, Oneira, c'est quoi? C'est déjà, pour bien comprendre, pour que ce soit plus clair, c'est une expérience qui est pensée pour les installations dans les lieux d'exposition. Donc ça va expliquer un petit peu ce qu'on va vous montrer, notamment pour prendre des teasers de tracking. Mais aussi, c'est une expérience qui dure 15 à 30 minutes à peu près, selon le temps que les gens veulent passer dans le casque. Voilà, on va vous expliquer un petit peu ce que c'est justement les mécaniques de jeu qu'il y a derrière l'expérience. Et donc l'idée, ça va être de commencer avec un arbre, une essence d'arbre. Il va y avoir un déblocage progressif et on va avoir à la fin un nuage qui est une palette avec plein d'essences d'arbres qui vont on va devoir poser sur des climats respectifs. Et c'est tout là l'ambition du projet, c'est de sensibiliser en fait à l'environnement et au changement climatique. Donc les arbres, certaines essences d'arbres vont aller sur certains climats et voilà, et être adaptés. Il va se passer des choses si vous faites pas bien et si vous vous trompez de climat. Et par exemple, une petite question, un baobab, vous le metteriez dans un milieu aquatique ou une savane? Savane. Bon, typiquement, c'est un peu ça. C'est quelque chose d'assez simple en soi, mais comme c'est pour tout public, donc des enfants aussi, et même les adultes, il y a certaines essences. Là, j'ai choisi le baobab, c'est très simple, mais les essences, on ne sait pas forcément où ça va. C'est mignon, ça. Et du coup, l'expérience, au-delà de l'ambition écologique, on la veut multisensorielle. Donc d'abord avec le toucher, et ensuite avec le virtuel, donc visuel. Et du coup, tout est en fait dans la création de la planète,
où on va jouer sur des textures différentes. Donc moi j'utilise des végétaux stabilisés. C'est des végétaux vivants qui sont figés dans le temps, donc c'est durable, biodégradable, pour rester dans le... et du coup, par exemple, là, ça va être un toucher plutôt rugueux, ici très doux. Ici, vous avez des montagnes, ça va être très moelleux, donc c'est vraiment d'être beaucoup dans l'immersion en fait, et d'avoir à la fois le toucher et du coup le visuel avec une direction artistique très, on va dire, réaliste, stylisée. Donc, comme on peut tout se permettre avec le virtuel, on s'est dit, bah, on va contraster bien avec les verts de la nature, mettre des couleurs hyper colorées, hyper saturées. Et voilà, et il y aura un petit fil rouge pendant toute l'expérience, comme un guide. Donc, on va retrouver sur les cartes. Et ici, on voit seulement. C'est ça. Et on a, comme vous pouvez imaginer, quand vous testez une expérience, pour ceux qui ont déjà testé l'expérience sur le Quest 3, on a les feedbacks sonores quand on va toucher. Nous, vous avez compris qu'on est, maintenant je pense que vous avez compris, on est beaucoup dans le tactile. C'est ce qui différencie notre expérience des autres expériences. Et du coup, pareil, les feedbacks audio qu'il va y avoir, ils sont évidemment spatialisés en audio, mais aussi eux spécifiquement, ils vont être naturalistes. Donc les bruissements de feuilles, quand on saisit un arbre, quand on le pose, comment l'arbre il va interagir avec les climats qu'il y a sur la planète, ou alors quand il va mourir, il va prendre feu un petit peu, etc. Ça c'est pour les enfants, pour un petit peu expliquer que l'arbre il n'est pas adapté au climat. Oui, les adultes adorent aussi. Ils sont un peu dynamo, qui sont très... Les adultes sont très frustrés en fait. Oui, pour leur enfant qui meurt, et quand leur environnement il n'est pas exactement comme le système qu'ils avaient en tête. Et on a derrière, ce qui est plutôt stylisé dans le son, ça va être le son d'ambulance, la musique, elles qui sont beaucoup plus de manière onirique. On a vraiment l'impression d'être dans un rêve, quoi. Comme si l'expérience d'ailleurs commence dans un écran noir en réalité virtuelle, et comme si on ouvrait le rêve, même si en fait on montre la réalité à ce moment-là. La métaphore, c'est à ce moment-là qu'on a mis en place. On est toujours sur cette partie émerveillement, on va dire. En plus de ça, donc on a fait des choix qui pour vous, je pense. Je sais pas si j'avais laissé le son. Le son spatialisé. Voilà, c'est une ouverture. Donc, et là, pour vous, du coup, ça va devenir un peu plus évident pourquoi on a choisi le hand tracking, le tracking des mains dans le Quest 3. L'idée dans le casque, c'est que plutôt d'utiliser des manettes, comme vous avez peut-être déjà utilisé dans des casques, pouvoir jouer ou autre. Nous, évidemment, on a pas mal de gens qui passent, qui vont tester l'expérience au fur et à mesure. Donc, il faut qu'ils prennent en main extrêmement rapidement, avec peu ou pas de tutoriel. Et nous, on a designé l'expérience pour que quand tu mets le casque et que tu rentres dans l'expérience, directement, tu vois l'arbre et tu as envie de le saisir tout de suite, ça fonctionne, quoi. On utilise le hand tracking du Quest 3 de base, mais avec du coup, la prise en main, elle est naturelle. Et c'est souvent là qu'il y a le déclic, parce que l'idée, c'est qu'ils puissent poser les gens large sur la planète et qu'ils puissent avoir la sensation tactile réelle de la planète. Et du coup, c'est là que souvent on voit le déclic chez les gens où ils ont ce feedback qu'on n'a pas en réalité virtuelle ou en réalité augmentée ou mixte. Parce que nous, on contrôle la pièce maîtresse, la pièce centrale de l'expérience. Après, ça pose des challenges. On a dû un petit peu travailler contre le Quest 3 parce que nous, des fois, on est dans des lieux d'exposition, on va avoir quelque chose un peu tamisé, pas beaucoup de lumière. Pour ceux qui utilisent le Quest 3 ou d'autres systèmes de hand tracking, avec peu de luminosité, c'est compliqué. Donc, on a mis en place on peut voir un petit peu avec les caméras du Quest 3 le niveau de luminosité et un peu essayer de faire des modifications en direct si on est en train de saisir un objet et que le hand tracking est lâché ou il a l'impression qu'on a dépitché, je ne sais pas comment expliquer ça autrement, mais de faire des liaisons un peu plus harmonieuses pour s'assurer que même quand il y a des problèmes de hand tracking, ça fonctionne quand même. Et pour l'instant, dans nos conditions à nous, en tout cas, ça marche bien. Donc ouais, là l'idée c'était aussi de vous parler un petit peu des challenges, plus la partie technique on va dire, de comment on a créé l'expérience. L'idée, donc vous l'avez compris, on a une pièce, on a un objet réel autour duquel les gens interagissent et ils voient du virtuel. Pour ça il faut qu'on calibre l'expérience, qu'on fasse une sorte d'ancrage de l'expérience à l'endroit où est la planète. Ça veut dire que le D, et c'est dépendant un petit peu de la façon dont le casque est configuré dans la pièce, une gardienne. Donc on a dû, la raison pour laquelle on fait ça, c'est notamment, il y a plein de choses qui font qu'on a besoin de traquer la planète. Une des raisons principales, c'est qu'on utilise de l'occlusion. Ça veut dire que, pour ceux qui ont déjà vu, les arbres virtuels sont dépassés derrière la planète physique, qui vont aussi disparaître. Donc on utilise, là c'est une des choses importantes
du fait que l'expérience, on va dire la magie, est réelle, quoi. Et aussi le fait que les arbres, et ça c'était le plus dur dans notre expérience, c'est de faire en sorte que, avec n'importe quel type de calibrage, les arbres ils se collent vraiment, ils se plantent vraiment dans la planète. Parce que le Quest 3, ces caméras, c'est un stitching, enfin, il y a plusieurs caméras qui sont collées ensemble, donc des fois il y a des petites aberrations qui peuvent apparaître. En soi, il y a pas mal de mouvements, donc on fait en sorte que les arbres, à tout moment, on a vraiment l'impression qu'ils se plantent dans la planète, quoi. Et aussi qu'ils réagissent au climat du tout. Qu'on sache quand l'arbre est planté quelque part, selon les plantes que Carla a posées, qu'on sache que l'arbre réagit à ça au niveau en termes de mécanique de jeu. Et on a travaillé pas mal sur les performances. Pareil, Quest 3, vous connaissez peut-être, mais on est en réalité mixte, donc si vous ne le savez pas, être développeur en réalité mixte, on a encore moins de performances qui nous est alloué, parce que le casque qui processe toutes les images. Voilà. En réalité virtuelle, déjà, pas beaucoup de performances dans un Quest 3. C'est pas en PCVR, c'est calculé sur le casque directement. Donc on a fait un gros travail pour que, je pense un peu les expériences dans la chambre, je trouvais ça drôle, pour s'assurer que les gens ça puisse durer 30 minutes, ils doivent pouvoir sortir peut-être 200 arbres autour de la planète. Donc il y a beaucoup de tricheries qu'on fait qui sont des trucs assez classiques de monde de jeux vidéo et qu'on a dû adapter à l'expérience, notamment le fait que, vous pouvez imaginer, les gens souvent ils prennent les arbres et ils les regardent de près. Donc de près, il faut qu'ils soient en très très haute résolution, mais dès qu'ils sont derrière la planète cachés, on va les cacher, on utilise des arbres, très peu de modèles dès qu'ils sont à une distance, mais tout est quand même assez proche de la personne. Donc c'était très très dur de pouvoir balancer les performances en plus des systèmes de particules, parce que les climats, ils ont de la neige, ils ont des choses comme ça, etc. Donc ça c'était un des gros challenges sur la partie technique en tout cas, ça tourne de manière autonome et sans que j'en ai aussi. Ouais, un autre du coup challenge, ça va être, vous l'avez compris, il y a une grosse dépendance entre du coup, la planète physique et le virtuel. Donc typiquement là c'était la première bonne version, on va dire. et là vous avez la dernière version. Et là, voilà, typiquement, dès qu'on va changer la forme, donc la forme c'est géoïde, mais là, on a rajouté des montagnes, beaucoup de relief, et il va falloir mettre à jour dans le virtuel ensuite, quoi, parce que sinon, ça ne fonctionne pas. Donc dès que moi je vais changer un truc en végétal, il faut qu'on se réaccorde après et ça fait des petits couacs. Enfin. C'est ça, ouais. On va avoir des choses où, par exemple, dans la dernière version d'Internet, il y a deux climats il y a deux zones de climat qui sont le même climat mais qui vont être très très proches l'une de l'autre. Donc comme on détecte, beaucoup des mécaniques de jeu sont sur l'évolution des plantes par rapport aux limites des biomes. Quand ils se touchent, ça va changer aussi, du coup, il faut adapter le code du jeu et pas seulement juste importer les modèles, scanner la planète, importer le modèle, découper les climats pour qu'ils soient traqués dans la virtualité, pour qu'on ait des collisions dans la virtualité, etc. Mais en plus de ça, des fois, il faut adapter le code aux changements qu'on fait, artistiques ou sur les demandes. Oui, parce que le but aussi de cette dernière version, c'est que c'est au niveau de la reconnaissance aussi, c'est important que le joueur ou la joueuse comprenne assez intuitivement quel climat est lequel. Donc la première version, on ne comprenait pas forcément bien. Et du coup, on a voulu amplifier vraiment, limite, les montagnes, c'est évidemment pas à échelle par rapport à la boule de la planète, mais pour amplifier bien et pour que les gens soient assez clairs en fait. Voilà. Et du coup, l'idée c'est qu'on puisse continuer à développer cette expérience. On a eu des demandes. Ouais, du coup, là, cette version-là de Néa qu'on vous présente va être exposée au public fin d'année. Mais notre but, c'est d'aller un peu plus loin, à la fois dans l'expérience pour le joueur ou la joueuse, donc éventuellement avec un système multijoueur, parce que ce serait cool de pouvoir interagir avec d'autres personnes pour créer la planète. De la rendre un peu collaborative aussi, pourquoi pas, de retrouver les planètes que les autres ont créées quand on entre dans le rêve, l'expérience. Mais à la fois au niveau de
de la biodiversité. Aujourd'hui, on a 7 essences d'arbres différentes et 4 biomes, climat. Le but, ce serait d'aller un peu plus loin et d'avoir plus de biodiversité, enfin, voilà, et même pourquoi pas un peu de faune. Donc voilà, et puis on souhaiterait qu'il y ait plus de destinations, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est plus sur un format d'exposition en centre culturel ou comme on va le faire fin d'année. Mais on se dit pourquoi pas, alors déjà en entreprise c'est un super outil collaboratif, du coup avec une démarche RSE, si on pousse un peu ça pourrait être vraiment cool. Et on se dit pourquoi pas chez soi, parce qu'on pourrait très bien, la première petite version d'Odégra, c'était une petite boule, avec le micro, mais comme ça. Et on pourrait très bien avoir une miniature en fait à la maison, parce qu'il y a de plus en plus de gens qui ont des casques, donc ça pourrait être cool. Et pourquoi pas le soir à l'apéro, au final des potes, j'ai créé cette planète et voilà. Ça vient de demandes qu'on a eu de personnes qui voulaient bien avoir l'œuvre d'art chez eux et de temps en temps pouvoir sortir le casque pour voir leur petit monde, etc. Et voilà, là où on trouve un petit peu, on fait pas mal de communication sur le projet. Souvent ça pousse bien, donc on change toujours en charge de lieu. Voilà. Des questions. Du coup, vous sembliez dire qu'il y a plusieurs versions au niveau de la planète, du modèle, etc. Donc vous faites des expositions, par exemple, vous avez plusieurs planètes, il y en a une seule et unique du coup pour l'expérience, où il y a plusieurs planètes avec les mêmes biomes mais posées différemment. Là, en gros, on a toujours la petite planète, la première version. La grosse, on n'en a qu'une. Le but, c'est d'en faire d'autres. Et on aimerait bien en faire une plus grande. Là, aujourd'hui, c'est 65 cm de diamètre à peu près. Ce qui serait cool, c'est d'en faire une plus grande pour plus de biomes, plus de. Pour l'instant, dans un lieu d'exposition donné, il n'y a qu'une seule planète pour les gens qui peuvent tester. C'est aussi, ça demande pas mal d'espace pour avoir la planète au milieu et un espace pour pouvoir tester, etc. Donc actuellement, vous avez un seul modèle, un seul agencement et le jumeau numérique du coup de cette planète. Exactement. Après, c'est parce qu'on n'a pas de demande. D'autres demandes. La maquette que vous avez présentée tout à l'heure, à la fois la boule et le tabouret, est-ce que c'était fait sur Blender? Est-ce que l'image m'a... Ça va. Ouais, à droite. Ça va. Ouais. À droite, ouais. T'as même le curseur Blender. Là, il y a le curseur Blender. Ouais, non, parce que capturé ce matin, c'est tout frais. j'en connais l'interface derrière. Ouais. Je sais comment vous l'avez fait. Je vais juste montrer un petit peu le scan. On a fait du Gaussian splatting avec après un modifier de l'image pour avoir un modèle qui est un peu optimisé et tout. Et je vais vous montrer un petit peu ce que ça donnait, le travail qu'on faisait. La vidéo qui est à gauche, c'est une vidéo qui a été faite. C'est la vraie vidéo du scan qu'on a utilisé on a exposé samedi dernier à Maison Alfort et c'est le scan qu'on a fait pour la dernière version là. Voilà. C'est un très très mauvais scan qui a été fait par Quel outil tu utilises pour le scan? Luma AI. Le téléphone pour scanner, après Luma pour processer pour le machine spacing. En vrai, je sais pas trop quoi utiliser d'autre pour l'instant, mais il a touché plein de choses, j'ai pas trop. En tout cas, photogrammétrie, le résultat n'était pas hyper probant. Il y avait peut-être Blender. Ouais. Et à chaque fois que tu fais une planète, tu rajoutes final dans le titre? On connaît, non? Après, on a fait exprès, mais dans le projet Unity, c'est comme ça qu'elle s'appelle plus ou moins aussi. La vraie finale. Exactement. On s'est dit que ça allait parler à tout le monde un peu le titre. Non, mais il y a le décor. Non, c'est très bien fait. Question aussi sur les usages. Donc, il y avait, est-ce qu'il y a des choses que vous avez visées côté centre culturel ou autre, parce que là, vous avez dit aussi que chacun pourrait en avoir chez soi, etc. Et côté centre culturel, donc, est-ce que vous avez fait des démarches un peu dans ce sens pour voir comment ils réagissent? On a fait plusieurs, mais les deux, on a commencé avec la maison de l'environnement, Maison Alfort, qui était le premier avec qui on a travaillé, etc., qui a un cœur sur l'application et qui l'ont testé il y a. Genre, on l'a fait en juin 2024. Et depuis, on a exposé
plusieurs fois là-bas. Et on est allé voir aussi la maison de l'environnement des aéroports d'Orly. Des aéroports de Paris, mais celle de Orly, mais sinon, il y en a une à Orly, une à Charles de Gaulle, qui sont très intéressés, donc on est en discussion. Mais voilà, après, leur maison de l'environnement, elle a des buts qui, je sais pas si c'est en valeur, c'est, ouais, les valeurs de ces particuliers, quoi. Leur mission, elle est particulière, je sais pas si ils sont intéressés. On l'a fait 2 fois aussi à la fête de l'environnement. Ouais. Et, voilà. En extérieur. 2 années consécutives. En extérieur, Vous faites jamais ça. Jamais le hand tracking en extérieur. Quand vous avez des limites, vous avez de l'ombre et du soleil, quand il y a des changements de luminosité, et le tracking du gardien du Quest avec de l'air, ça marche très bien. Heureusement qu'on avait un toit. Ouais, oui, la pluie en plus. Comment se passe le calage de l'expérience VR par rapport à l'objet réel? Alors jusqu'à aujourd'hui, et jusqu'à ce que j'ai eu une discussion avec notre ami qui est là-bas, expert de la volumétrie 3D, jusqu'à maintenant, c'est tout fait avec un outil manuel qu'on a développé, c'est avec les manettes du Quest. Donc c'est dépendant du gardien. Le gardien, il n'y a pas de, c'est pas du tout automatique, c'est complètement manuel. Donc on a un outil qui permet de changer et la somme de la rotation et l'emplacement de la planète, et du nuage qui est un peu le spawner, c'est un petit nuage avec les arbres qui se développent au fur et à mesure dessus. Et donc on doit le placer, on a créé un outil pour ça, et qui va changer le centre de la scène. Et dès qu'on perd le gardien, dès qu'il faut rescanner, ce qui arrive de temps en temps, ça dépend où est-ce qu'on va le faire. Mais ça c'est le problème qu'on a là. On est en train de développer un système on est en train de penser à une manière un peu plus automatique de le faire. Il est en train de nous donner des idées sur peut-être comment faire ça. On a eu plusieurs, mais un ingénieur aussi qui nous a parlé de l'idée de mettre les manettes du Quest dans le socle directement, qui ne bougerait pas. C'est ça, on va trouver ça. Moi j'aimerais bien il faut que ça puisse être opéré par les gens qui sont sur place. Donc voilà. Là il nous parlait peut-être de faire ça avec des QR codes, et j'avais pas pensé au fait que, parce qu'on a accès aux caméras du Quest maintenant, l'API du caméra. Et maintenant, toi, tu disais aussi, c'est venu dans la convention, que le fait qu'on va fixer la planète au sol. Avant, elle pouvait bouger par rapport au sol, maintenant, c'est peut-être plus plat. Du coup, on est en train de voir peut-être cet après-midi un nouveau futur où peut-être qu'on pourrait appuyer sur. Normalement, si tu as accès aux caméras, tu pourrais reconnaître un blob verdâtre et ça te sert de. Avec OpenCV, en mode. Ouais, justement, j'ai regardé ça dans les dernières semaines, c'est bien. Tu prends juste 2-3 angles. Et ça te le positionne en fait. Et j'ai un peu peur, j'ai pas encore testé, je vais tester un peu les performances du processing OpenCV sur le Quest. Mais tu fais juste au début pour caler la scène, oui, et après, une fois que la scène est calée, c'est. Ouais, et j'imagine qu'OpenCV ça tourne sur du ARM, même sur téléphone. Donc, ouais, c'est une possibilité. Faut qu'on teste, on est en plein. C'est ça qui est cool en vrai, c'est assez nouveau. Tout ça, en fait, tout ce process, moi, j'ai vraiment l'habitude de faire la réalité virtuelle, parce qu'on a joué, les expériences sont complètement différentes de ça avant. Et là, il y a un vrai truc qui est basé sur un génie physique et toute la problématique du lieu d'exposition, de l'autonomie des gens. C'est assez cool en vrai. Dans une autre expérience, j'avais vu, en fait, on utilisait les mains pour définir la taille de l'objet qui est devant nous. Oui. Et donc, il y a peut-être une planète un peu grosse qui apparaisse, et je la pousse pour essayer de la caler sur la vraie planète. Et je pourrais dimensionner. Le ça. scale, ils le connaissent. Ouais. Il y a le scale et l'offset pour se le placer. Et avec les mains, tu pourrais juste frôler la planète, et ça, la vraie planète, et ça pose la planète là où tu es. C'est vachement plus intuitif pour les gens de mais ça oblige à ce que quelqu'un fasse le setup. Le coup de OpenCV, le setup il peut se faire automatiquement. Tu allumes le casque, ça reconnaît un blob, il faut peut-être un peu tourner autour et ça se. Mais le problème, c'est que je pense que les objets scannés en réel, parce que j'avais pas compris qu'avec une planète existait vraiment. Je crois que c'était un truc que vous rajoutiez sur un espace invisible. Non, le truc peut être scanné en temps réel, à chaque fois que vous calibrez le truc, et vous faites un collider sur l'objet, et puis c'est. Ouais, je pense que le moyen le plus sûr où on peut faire ça, je pense que c'est vraiment l'idée des codes QR. L'avantage, c'est vraiment ça, c'est le plus stable. Mais vous aurez des personnes qui traînent dans la salle, c'est peut-être moche. C'est des codes QR sur le sol. Mais c'est. Tu peux avoir des images ici, mais après, c'est dans la salle. Chez soi, tu peux avoir. Par contre, le truc chez soi, c'est. Ouais, pour la main, je vois. Chez toi, tu as envie de le poser. Si tu arrives à récupérer pas le flux caméra, mais le flux mesh, le scène mesh, bah, tu vas voir qu'il y a un blob. Et c'est à toi de faire une analyse, de dire ah, ce blob est sphérique, donc c'est ma planète. Ouais, ça se scanne bien. Ça scanne. Mais il faut que j'ai la relation
Enfin, normalement, avec une OpenCV, pour connaître n'importe quelle face, on va reconnaître les faces. Tu as quelques éléments reconnaissables avec les biomes qui sont un peu différents. Ouais, et même avec son idée, en fait, on peut aussi juste pousser, c'est beaucoup plus fun, mais je me dis que. Pointer les extrémités, ouais. Tu mets juste, on montre à quel endroit il faut mettre. Tu sais, tu as un modèle 3D qui montre l'endroit où il faut mettre ses doigts. Tu mets tes doigts comme ça. Et après, tu as la rotation, donc peut-être dire toucher le biome vert ou toucher un truc, et du coup, ça force la rotation. On va mettre un signal physique. Ouais. S'il y a peut-être un arbre dessus, bon, ça vous a changé, me dire toucher l'arbre. Ouais. C'est-à-dire que tu sais où est l'arbre, où est le. Ouais, alors ça c'était un système de calibrage que j'ai testé à la base, où je mettais juste, tu l'avais touché avec la manette, c'est genre 3 points à des endroits précis. Là, tu fais à la main, au doigt. Ouais, mais c'était pas. Le truc c'est que la précision, c'était une précision très très forte. Quoi. Là, en fait, quand la manette elle est trop petite, trop grande, de 1 cm, ça peut casser l'illusion. C'est ça le truc où c'est vrai que les codes QR, je me dis genre, peut-être reconnaissez. Parce que les biomes, toute la mécanique de déblocage, par exemple des essences d'arbres, il va y avoir certains qui vont se débloquer parce qu'on va le poser à la frontière du biome. Il ne faut pas rater. C'est assez précis quoi. Bon, la frontière, on l'a fait large dans le code, mais bon, ça reste précis quoi. Tu vois, dans une version très tôt, c'était une version très tôt de l'expérience, donc tu vois, tu poses l'arbre dans un endroit précis, ça va le mettre en glacé, et de l'autre côté, ça va le mettre en tempéré. Après, tu as quelques algorithmes de vision tracking, de target tracking, et ton biome, voilà, il y a des plantes blanches, on peut trouver où sont les plantes blanches. Oui, je pense qu'il y a des variations de couleurs qui suffisent, en tout cas, du moment qu'il n'est pas en couleur unie déjà. Ça peut suffire pour certains. Tu as un bout de mèche et tu as la texture, et ça peut t'aider à. Et les couleurs évoluent un petit peu ou pas trop, ou ça reste vraiment un pile pendant 10 ans Donc ça va. On a besoin de changer la planète. Donc Quest 3 devrait Ouais. L'intensité sur laquelle on met, elle ne tiendra pas 10 ans. C'est très intense d'ailleurs, sur le casque. Ouais, enfin sur les lunettes de méta. D'ailleurs, très bonne transition, les lunettes de méta. Merci beaucoup. Ouais, merci à vous.